Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette remise des prix du concours Nouvelles Avancées 2020. Le hasard fait bien les choses, c'était le thème soumis aux candidats cette année. Pendant la petite heure que nous allons passer ensemble, vous allez voir que ce sujet a beaucoup inspiré les auteurs de nouvelles candidates aux 4 catégories ouvertes à la compétition cette année. Afin de limiter les risques sanitaires, la cérémonie 2020 n'aura pas lieu en public bien sûr, mais sur ce plateau, cela ne nous empêchera pas de discuter par écran interposé avec les membres du jury, avec les lauréats également, bien sûr. Juste avant de commencer, je vous propose de jeter un regard sur le sommaire de cette remise des prix. Nous débuterons par une séquence d'ouverture avec les 2 directeurs du concours, puis nous découvrirons la carte blanche offerte au mathématicien Étienne Gis, co-président du jury. Viendra ensuite l'heure de dévoiler les lauréats des 4 catégories et du prix spécial avant de refermer cette cérémonie en compagnie d'Elisabeth Crépon, directrice de l'ENSTA Paris, et d'Éric Labaille, président de l'École Polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris. Voilà, vous savez tout, ne reste plus qu'à se lancer. Bonne cérémonie à toutes et tous. Voilà, comme convenu, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Isabelle Schaffner, bonjour. Bonjour. Et Olivier Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux co-directeurs du concours Nouvelles Avancées. Alors ensemble, nous allons en quelque sorte ouvrir cette cérémonie et revenir en quelques mots sur l'essence de ce concours si particulier. Et je vais commencer par Isabelle. Allez, peut-être pour les non-initiés, rappelez-nous la philosophie de ce concours Nouvelles Avancées. Alors, il s'agit d'une rencontre entre les lettres et les sciences. Et chaque année, un sujet est choisi, un sujet lié aux sciences. Et il permet aux candidats de réfléchir aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain à la lumière de la science. Et bien sûr, il leur permet aussi de s'évader par l'écriture créative. D'exprimer leur talent littéraire. Alors justement, Olivier, le thème cette année, le hasard fait bien les choses. Vous l'avez retenu. Pourquoi avoir retenu ce sujet-là en particulier cette année ? Alors, chaque année, nous décidons de choisir un thème scientifique. Et donc, l'idée étant de faire travailler par l'écriture, à partir de ce thème. On essaye de trouver un thème en lien avec l'actualité. Alors, tout dépend évidemment de l'actualité de chaque année. Cette année, c'était l'année des mathématiques dans le secondaire. Et donc, nous avions décidé de prendre cette piste-là et de tirer ce fil des mathématiques avec le hasard, le chaos, les probabilités. C'était un peu notre... Évidemment, il a bien inspiré les candidats. Exactement. Parce qu'il y a eu beaucoup de candidatures. Tout à fait. Justement, je disais en introduction 4 catégories, un prix spécial. Peut-être Isabelle, rappelez-nous le règlement. Quelles étaient les modalités de participation, d'inscription et de distinction cette année ? Alors, donc voilà, il y a 4 catégories, comme vous l'avez dit en introduction. La catégorie étudiants scientifiques, la catégorie grand public, la catégorie élèves du secondaire, qui est un peu particulière parce que c'est une catégorie qui permet à des classes entières de travailler, donc les élèves avec un professeur de sciences et un professeur de lettres. Et enfin, la dernière catégorie, la catégorie français langue étrangère, que nous venons de créer cette année, et qui permet à des candidats qui n'ont pas le français comme langue maternelle de s'exprimer. De pouvoir participer. Et c'est d'ailleurs une catégorie qu'on aimerait développer dans les années futures pour rendre le concours encore plus international. Très bien. Alors merci pour cette explication. J'en profite au passage pour indiquer, si mes fiches sont bonnes, que les 3 meilleures nouvelles des catégories élèves et classes du secondaire, français langue étrangère, grand public et étudiants scientifiques, ainsi que la nouvelle du prix spécial seront publiées au recueil des presses de l'ENSA, c'est bien ça. Exactement. Et puis également des prix, parce que quand même, il y a aussi des distinctions financières pour les lauréats, ou du moins des lots qui représentent des prix. Donc 500 € pour un 3e prix, 1000 € pour un 2e prix et 1500 € pour un 1er prix. J'ai tout bon ? Oui. Exactement. Un dernier mot peut-être avec Olivier, puisque nous parlions de règlement. Parlons aussi du jury. Je crois qu'il y avait 2 coprésidents du jury et puis un fonctionnement collégial. Alors expliquez-nous comment le jury a travaillé cette année. Nous avons à peu près une quinzaine de membres du jury chaque année, des littéraires, des scientifiques, et le jury est composé donc de ces personnalités et coprésidé par 2 personnalités. Alors il y a quelques années, lorsque nous avons pris cette direction du concours, nous avions demandé à l'inspecteur général Jean Hersam de coprésider ce jury avec le prix Nobel de physique Albert Fert. C'était il y a 3 ans. Et cette année, c'est donc Étienne Gis, que vous allez voir dans quelques instants, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui a accepté de coprésider ce jury, avec Anne Simzac, qui elle-même est inspectrice générale de chimie. Très bien. Ma dernière question, elle sera pour tous les deux. Avant de dévoiler le palmarès 2020, auriez-vous un message à faire passer aux participants qui nous regardent forcément aujourd'hui ? Isabelle, peut-être pour vous lancer. Tout d'abord, je veux dire un grand merci à tous ceux qui ont participé parce que nous avons reçu plus de 800
propositions. Donc vous vous doutez bien que la sélection a été très difficile et la qualité est toujours au rendez-vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre la plume pour l'an prochain. Très bien. Olivier, même mot d'ordre? Oui, même mot d'ordre. Allez-y, composez, travaillez, prenez la plume. Finalement, chaque sujet a sa spécificité, chaque sujet est différent, chaque année. Il faut y aller. Ah, vous mettez la pression, je vais être obligé de participer l'an prochain, c'est obligatoire. En tout cas, le message est passé. Merci à tous les deux pour être venus sur ce plateau. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver d'ici quelques minutes avec donc le palmarès, les lauréats, les membres du jury remettants. En attendant, je vous laisse en compagnie d'Étienne Gis, coprésident du jury, on l'a dit, pour découvrir sa carte blanche, plutôt originale, vous allez le voir, jugez plutôt. Bonsoir à toutes et à tous. Je me réjouissais de cette cérémonie sous la coupole du Panthéon. Hélas, un virus en a décidé autrement et il est venu perturber nos vies peut-être par hasard. Mais je me réjouis quand même de pouvoir communiquer avec vous. Même si je ne vous vois pas, je peux vous imaginer. Ces contacts par Internet sont véritablement extraordinaires. Je me souviens des aventures de science-fiction de mon enfance. On prévoyait des tas de choses merveilleuses pour l'an 2000 qui ne se sont jamais réalisées. Mais à ma connaissance, personne n'avait envisagé une révolution Internet d'une telle ampleur. C'est vraiment pas facile de prévoir l'avenir. Là encore, on a bien le sentiment que l'avenir est une multitude de hasards superposés. Je voudrais remercier tout particulièrement Olivier Bertrand et Isabelle Schaffner d'avoir réussi à organiser ce concours de nouvelles dans des conditions bien difficiles. Lire toutes ces nouvelles fut une expérience enrichissante pour moi et je félicite les lauréats qui seront présentés tout à l'heure. Ce qui m'a frappé, mais est-ce un signe des temps que nous vivons actuellement, c'est que la plupart des textes qui ont été envoyés voient le hasard du côté négatif. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant car dans de nombreuses langues, le mot hasard est associé à un risque, un danger, et pas au bonheur. Et pourtant, le thème officiel du concours était « Le hasard fait bien les choses ». Peut-être que ce n'est pas le cas. Bon, je n'ai que très peu de temps et je n'ai pas l'intention de vous parler de philosophie, dont je serais bien incapable, ni de vous faire un cours de théorie mathématique des probabilités qui vous ennuierait très probablement. Pour simplifier, on peut dire qu'il y a essentiellement deux approches classiques du hasard, remarquablement illustrées par l'affiche du concours. Regardez, on y voit une magnifique enluminure du XIIIe siècle qui représente une roue de la fortune à laquelle sont attachés de pauvres êtres humains, tantôt en haut de la roue, et alors ils sont puissants et couronnés comme des rois, tantôt tout en bas, et alors ils sont misérables. C'est un être tout-puissant qui tourne la roue, dans un sens ou un autre, comme il le souhaite, sans rien demander à ceux qui sont sur la roue. Est-ce Dieu qui tourne la roue comme il l'entend, en faisant des choix qui ne seront à jamais inaccessibles et incompréhensibles? Les voies de Dieu sont impénétrables, dit-on. Et puis, sur l'affiche, en arrière-plan, on devine l'attracteur de Lorentz, ce joli objet mathématique qui est le symbole du chaos déterministe. Il s'agit d'une vision du hasard beaucoup plus humaine. Lorentz étudiait le mouvement de l'atmosphère, il pouvait décrire les équations d'une évolution parfaitement déterministe. Dieu n'est pour rien dans la trajectoire d'un ouragan. C'est nous, pauvres humains, qui sommes face à l'impossibilité de résoudre ces équations qui mettent en jeu un nombre colossal d'inconnus. Ici, le hasard n'est qu'un aspect de notre ignorance et de nos limites. Regardez cet exemple que j'aime bien.
Encore une roue. De l'eau coule depuis un robinet et tombe dans des récipients percés au fond. Le mouvement est parfaitement déterministe, bien sûr, on comprend tout. Et la roue tourne, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, et pourtant, bien malin qui pourra le prédire. Regardez deux roues, au départ presque identiques, mais qui ne tardent pas à avoir des futurs très différents. C'est la fameuse dépendance sensible aux conditions initiales. Mais même si les futurs sont différents et imprévisibles dans leurs détails, la bonne nouvelle est que le hasard est soumis à des lois, aussi surprenant que cela puisse paraître. Voici ce qu'en dit Poincaré et que j'aime bien. Citation. « Vous me demandez de vous prédire les phénomènes qui vont se produire. Si, par malheur, je connaissais les lois de ces phénomènes, je ne pourrais y arriver que par des calculs inextricables et je devrais renoncer à vous répondre. Mais, comme j'ai la chance de les ignorer, je vais vous répondre tout de suite et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que ma réponse sera juste. » Alors, le hasard est-il l'œuvre d'un Dieu inaccessible ou bien de notre incapacité à maîtriser le déterminisme? On connaît la phrase d'Einstein qui n'acceptait pas une physique quantique qui laisse la place au hasard. Dieu ne joue pas au dé. Bon, la suite des événements lui a donné tort. À vrai dire, les ouvrages mathématiques qui traitent de probabilité ne se prononcent que rarement sur la nature du hasard. Ils se contentent d'en parler, tout simplement, comme un concept premier, sans trop se poser de questions, et d'en établir des lois qui sont remarquablement efficaces, ce qui est vraiment extraordinaire, comme dit Poincaré. Puisque nous sommes réunis aujourd'hui autour de nouvelles qui traitent du hasard, je voudrais en citer une que j'aime beaucoup, de Borges. Bon, je ne tente pas de le prononcer à l'espagnol. Publiée en 1944, elle s'intitule « La loterie de Babylone ». Voici quelques phrases extraites de ce texte. Je m'en veux un peu de ne pas le lire dans son intégralité, mais je veux juste vous donner envie de la lire. Il se trouve dans le recueil intitulé « Fiction ». Alors je cite quelques phrases. « Mon père me rapportait qu'autrefois, parlait-il d'années ou de siècles, la loterie était à Babylone un jeu de caractère plébéien. Il racontait, mais je ne sais pas s'il disait vrai, que les barbiers débitaient alors contre quelques monnaies de cuivre des rectangles d'os ou de parchemin ornés de symboles. Un tirage au sort s'effectuait en plein jour et les favorisés recevaient des pièces d'argent. Le procédé était rudimentaire, comme vous le voyez. Naturellement, ces loteries échouèrent. Leur valeur morale était nulle. Elles ne s'adressaient pas à l'ensemble des facultés de l'homme, mais seulement à l'espoir. Le public montra peu de curiosité et les marchands qui avaient mis sur pied ces loteries vénales commencèrent à perdre de l'argent. Une réforme fut tentée, l'intercalation d'un petit nombre de chances adverses dans la liste des nombres favorables. Désormais, les acheteurs de rectangles numérotés avaient la double chance de gagner une certaine somme ou de payer une amende, parfois considérable. Peu après, les amendes disparurent des listes. On se borna à indiquer le nombre de jours de prison qui correspondait à chaque numéro néfaste. Ce ne fut pas tout. Nul n'ignore que le peuple de Babylone est très féru de logique et même de symétrie. Il lui sembla incohérent que les chances favorables lui fussent comptées en ronds de monnaie et les autres en jours et en nuits de prison. Quelques moralistes firent remarquer que la possession de monnaie ne détermine pas toujours le bonheur et que la joie compte peut-être d'autres formes plus directes. Ce fut le commencement d'une époque de troubles et de lamentables effusions de sang. Mais le peuple babylonien finit par imposer fermement sa volonté
contre l'opposition des riches. Ces généreuses revendications triomphèrent en premier lieu. Il obtint de la compagnie qui organisait la loterie qu'elle assuma la totalité du pouvoir public. Cette unification était nécessaire vu l'amplitude et la complexité des nouvelles opérations. En second lieu, il obtint que la loterie fût secrète, gratuite et obligatoire. La vente mercenaire de chance fut abolie. Tout homme libre participait automatiquement au tirage sacré qui s'effectuait dans les labyrinthes du Dieu toutes les 60 nuits et qui décidait de son destin jusqu'au prochain exercice. Les conséquences étaient incalculables. Bon, je vais vous laisser prendre connaissance vous-même des conséquences incalculables. Clairement, la loterie, la compagnie, le hasard dont nous parle Borges n'est autre qu'un Dieu terrifiant et totalitaire. On raconte que lorsque Einstein dit à Bohr que Dieu ne joue pas au dé, Bohr lui répondit « Qui es-tu, toi, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Alors oui, faisons comme presque tous les mathématiciens. Travaillons avec le hasard pour en extirper les lois et le maîtriser, mais sans trop chercher à en percer la nature profonde qui nous échappera pour toujours. Je renouvelle mes félicitations aux lauréats. De retour en plateau et nous commençons donc la présentation de ce palmarès avec une catégorie qui nous ramènera tous à l'époque plus ou moins lointaine du collège et du lycée. Je parle bien entendu de la catégorie élèves et classes du secondaire. 125 nouvelles candidates cette année, 10 ont été présélectionnées. Et pour en parler et nous dévoiler le palmarès, j'ai le plaisir d'accueillir derrière l'écran Anne Simzak, coprésidente du jury depuis bientôt 2 ans. Bonjour et bienvenue Anne. Bonjour. Merci de votre participation à cette cérémonie. J'imagine qu'en tant qu'inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, cette catégorie vous tient particulièrement à cœur. Oui, bien sûr. Les concours comme celui des nouvelles avancées sont très importants pour valoriser toutes les potentialités des élèves à différents niveaux, et là en particulier pour les élèves de secondaire. Donc cette catégorie me tient à cœur, et puis son fonctionnement qui permet non seulement d'allier le travail d'un professeur scientifique et celui d'un professeur de lettres, et aussi de permettre l'écriture de nouvelles soit individuelles, soit collectives, par classe ou par groupe d'élèves, font de cette catégorie de ce concours un exemple de travail collaboratif interdisciplinaire qu'on aime à plébisciter et à encourager. Je vous laisse nous présenter le palmarès 2020 pour cette catégorie du secondaire. Oui, alors le 3e prix est une nouvelle qui s'intitule « Quand l'amour s'en mêle ». Elle a été rédigée par une classe de seconde du lycée René Cassin dans l'académie de Versailles. Et cette classe était encadrée par Frédéric Sprogis et Marie Criado. Donc ça, c'est pour le 3e prix. Le 2e prix, la nouvelle s'intitule « L'oubli ». Elle a été rédigée par une classe de terminale du lycée Jean Bellet de l'Académie de Toulouse, et les élèves étaient encadrés par Jean-Claude Cassagno et Nathalie Kounowski. Et puis le 1er prix. Le 1er prix est une nouvelle qui a enchanté le jury. Elle s'intitule Violette. Elle a été rédigée par une classe de 5e du collège Kléber de l'Académie de Strasbourg, et les professeurs encadrants sont Charlotte Cerisier et Marie-Claude Slinger. Un mot peut-être sur la nouvelle lauréate. A-t-elle une saveur particulière qui explique cette distinction selon vous ? Une vraie saveur particulière à cette nouvelle, effectivement, qui témoigne déjà d'une très grande sensibilité, qui est écrite avec beaucoup de finesse, non sans humour d'ailleurs, et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de délicatesse, de grande humanité et de l'humour. C'est un récit très dynamique, la langue française y est vraiment à la fois bien respectée et bien maniée, la thématique
du concours, aléa, hasard, probabilité, y est bien présente, vraiment bien présente, avec finalement le passage d'une position de cette jeune héroïne tout à fait particulière relativement à des calculs de probabilité. D'une certaine manière, elle cherche à mettre en calcul de probabilité tous les événements qui se déroulent autour d'elle. Donc, passage de cette approche un peu probabiliste à une vision tout à fait autre de la vie avec le charme et la beauté de ces hasards. Donc, vraiment une réflexion intéressante sur le regard que l'on peut porter sur la vie. Et pour des élèves de 5e, vraiment, c'est un très, très beau travail sur le fond comme sur la forme. Eh bien, merci beaucoup, Anne. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Et nous accueillons sans plus tarder Charlotte Cerisier, qui a donc encadré avec Marie-Claude Slinger les auteurs de la nouvelle gagnante. Bonjour. Bonjour Baptiste. Alors, expliquez-nous peut-être comment s'est passée la rédaction. Est-ce que le thème du hasard a particulièrement inspiré vos élèves ? Et écoutez, paradoxalement, pas tellement. Au départ, c'était difficile de trouver l'inspiration à partir de ce thème. Et ce mot, il générait plutôt de l'antipathie ou il mettait mal à l'aise les élèves, il les rendait perplexes. En fait, ils n'aimaient pas le hasard. C'était quelque chose de négatif pour eux dans leur vie. Ils avaient plus besoin de maîtriser les choses que de se laisser aller au hasard. Et finalement, ce sont 2 élèves qui ont mordu vraiment au sujet, en l'abordant tout de même par son angle négatif. Très bien, j'imagine que pour une élève du secondaire, une distinction comme celle-ci, c'est un souvenir important, ça restera dans sa scolarité comme un moment fort. Certainement, et pour Léopoldine, ça a été une aventure du début jusqu'à la fin, puisque c'est elle qui est venue proposer ce concours à la classe et qui a relevé le défi et qui pourtant n'était pas très inspirée au début en se disant « qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à partir de ça ?» Et elle a vraiment surmonté les petits obstacles qu'elle a rencontrés au fur et à mesure en travaillant comme une marathonienne, en ne se décourageant jamais et en allant jusqu'au bout. On va vous laisser juste peut-être un dernier mot. Est-ce que vous avez envie de remercier en particulier quelqu'un à l'occasion de cette cérémonie ? Et écoutez, je vais remercier une 3e collègue, puisque nous sommes 2 à soutenir Léopoldine. C'est Anne Stossel qui travaille au CDI du collège et qui a été aussi une personne très soutenante pour ce projet. Voilà, et Léopoldine. Eh bien, on vous félicite tous et on vous remercie d'être venus nous passer un petit bonjour dans le cadre de cette cérémonie. Quant à nous, le palmarès de la catégorie élèves et classes du secondaire est désormais dévoilé. Place au prix Français langue étrangère. 300 millions de terriens, soit près de 4% de la population mondiale, parlent français, un chiffre qui justifie totalement l'existence d'une catégorie français langue étrangère pour ce concours Nouvelle Avancée, un prix pour lequel 28 nouvelles étaient en compétition, 10 en finale. Prix international oblige, nous allons nous envoler vers les États-Unis pour échanger au sujet de cette catégorie avec Carole Salmon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, enchantée d'être parmi vous. Nous parlons donc des 2 côtés de l'Atlantique pour ce prix. De par votre situation, j'imagine que vous n'avez pas hésité trop longtemps pour parrainer cette catégorie français langue étrangère. Oui, exactement. Je vous parle en direct des États-Unis. Je suis professeure à l'Université du Massachusetts à Lowell, qui est une ville qui se trouve à 30 km au nord de Boston. Alors, je vous parle depuis la francophonie. Merci, et c'est bien en français que nous allons découvrir ce palmarès. On commence par le 3e prix. D'accord, donc le 3e prix pour la catégorie français langue étrangère est décerné à une nouvelle intitulée « Les bons contes font les bons contes », qui a été écrite par une étudiante suisse qui s'appelle Loredana Kabassu. Le 2e prix maintenant. Le 2e prix revient à une étudiante internationale qui est à la Business School de Toulouse, qui s'appelle Aya Jamaï, et la nouvelle s'intitule « Un dimanche pénible ». Et donc le 1er prix.
Alors, le premier prix de la catégorie français langue étrangère cette année revient à une nouvelle intitulée « La mystérieuse montre à gousset doré ». Alors, cette nouvelle a été écrite, rédigée par le groupe Bachelor 1 des étudiants de l'école polytechnique sous la direction de leur professeure, Madame Marie Demestre. Allez, sans tout dévoiler, parlez-nous peut-être du contenu de cette nouvelle gagnante. Alors, cette nouvelle a été créée sur le principe du hasard objectif surréaliste. Et elle s'est donnée comme contrainte d'utiliser des mots qui avaient été découpés préalablement au hasard dans des imprimés. Il s'agit d'une histoire policière qui mêle le mystère, la science et les voyages dans le temps. Et je ne vous en dirai pas plus. Eh bien, merci beaucoup, Carole Salmon. Au revoir, à bientôt. Alors, je vous dis au revoir et je félicite tous les gagnants de ce soir. Qui de mieux pour nous présenter cette nouvelle classée premier prix que Marie Demestre? C'est en effet elle qui a encadré la classe lauréate composée d'élèves internationaux. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue dans cette cérémonie. Expliquez-nous peut-être d'abord comment s'est construite cette nouvelle à plusieurs mains. Alors, cette nouvelle s'est construite avec l'intelligence d'un groupe, mais avec une petite base en fait qui venait de moi, qui était je voulais absolument respecter l'un des termes du titre proposé par le concours, qui était le hasard. Et en fait, j'ai souhaité apporter l'un des jeux surréalistes du hasard objectif en découpant, comme les cadavres exquis, découpant des mots ça et là dans des journaux et en les mettant devant nous sur une table sans les choisir et en ayant pour but de les intégrer dans le récit. Voilà. Et ensuite, autour de ce canevas qui était absolument hasardeux, les membres du groupe ont essayé de créer une histoire qui elle-même répondait au hasard. Voilà. J'imagine que pour des gens qui apprennent le français, une distinction comme celle-ci, c'est un petit événement. On est forcément heureux d'apprendre le français et de voir concrétiser ses efforts par une distinction comme celle-là. Alors en fait, ma motivation pour les faire participer à ce concours, je me souviens quand je leur ai proposé l'idée, ils étaient assez réfractaires à cause d'un niveau qui aurait pu être problématique. Et j'ai vraiment peu insisté. Je leur ai simplement soumis l'idée que l'imagination serait reine et que du coup, ils auraient juste à se faire plaisir. J'avais pas envie qu'ils soient ennemis avec le français, avec tout ce qu'ils avaient à faire autour. J'avais envie que ça reste un certain plaisir, mais qu'ils le prennent au sérieux. Et ils ont joué le jeu, malgré ce niveau de français. Et finalement, je pense qu'ils peuvent vraiment être fiers d'eux parce que obtenir le premier prix, sachant que j'ai juste apporté la base et que c'est eux qui l'ont écrite, oui, c'est une belle distinction. Allez, on termine peut-être par quelques remerciements. Est-ce que il y a des noms, des personnes que vous aimeriez remercier dans le cadre de cette cérémonie? Alors, remercier en premier lieu les personnes qui organisent, qui ont eu l'idée, qui font perdurer l'idée d'une année sur l'autre. Ça fait du bien d'avoir ce genre d'espace où réfléchir et écrire, surtout en collectivité. Et remercier surtout les étudiants qui étaient quand même assez réfractaires et qui ont fini par jouer le jeu et tellement bien jouer le jeu qu'ils ont fini par gagner en prenant au sérieux la langue française. Voilà. Et merci. Merci beaucoup Marie et félicitations encore pour ce prix. Merci. Au revoir. Et je vous propose désormais de prolonger cette cérémonie à travers une catégorie hors concours proposée dans le cadre d'un partenariat avec la chaire Arts et Sciences de Polytechnique, le prix Arts, Sciences et Citoyens. Pour bien comprendre l'ambition de cette catégorie inédite Arts, Sciences et Citoyens, commençons par une vidéo de présentation et c'est Jean-Marc Chomaz, fondateur de la chaire Arts et Sciences de l'École Polytechnique qui s'est prêté à l'exercice. On la regarde et on se retrouve en plateau pour découvrir le premier prix. Donc il y a maintenant 3 ans, avec la Fondation Carasso et l'École des Arts Déco, donc une école d'art, et l'École Polytechnique, on a créé une nouvelle chaire, une chaire Arts et Sciences. Et l'idée de cette chaire, c'est vraiment de travailler sur le lien science-société, c'est-à-dire repenser la science en incluant la participation du citoyen et en lui donnant plus que on lui donne un rôle qui est un rôle de prise de parole plutôt qu'un rôle simplement de quelqu'un qui va devoir apprendre des sciences. Et donc c'est faire rentrer le citoyen, le public à l'intérieur des laboratoires, dans la réflexion des scientifiques, toutes disciplines confondues, donc sciences humaines et inhumaines, et emmener aussi dans la réflexion artistique, c'est-à-dire
une non-séparation des différentes disciplines, c'est-à-dire mener en même temps, approcher un sujet avec différents angles en même temps. Et ça, c'est essentiel parce que la science a changé à la fin du XXe siècle. On est passé à une science qui est la science du complexe, où il n'y a plus une seule discipline qui peut apporter une réponse. Donc la science du complexe, c'est l'environnement. C'est toujours autour de l'environnement, que ce soit la science justement des hommes, l'environnement ou le climat. Et dans ces sciences-là, il faut qu'on l'aborde avec différents angles et aussi l'angle artistique. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que des preuves scientifiques. On ne peut pas aborder ce problème-là qu'avec l'angle de la preuve. On doit faire de la place à plein d'autres formes de savoir et un savoir aussi, le savoir des mains et le savoir artistique, artisanal. Et donc c'est ça l'objectif de la chaire Arts et Sciences, c'est une mutation de la recherche scientifique. La chaire Arts et Sciences, elle n'est pas toute seule. Il y a beaucoup d'initiatives qu'on poussé qui vont exactement dans la même direction, c'est-à-dire donner un autre rôle aux sciences et à la narration. Et dans cette idée qu'on a besoin d'une narration, pourquoi on a besoin d'une narration? C'est qu'on doit inventer le futur, on doit inventer le monde qui vient. Et la science, toutes les sciences doivent prendre en charge aussi cette invention. Et les jeunes scientifiques, les jeunes artistes, l'ensemble de l'éducation devrait aussi être orienté vers cette idée d'inventer le monde de demain. Et dans ces initiatives-là, il y a une très belle initiative qui est ce concours de nouvelles, c'est-à-dire demander à un public très large de s'engager dans une activité artistique qui est une activité d'écriture, de narration, et de le faire de façon très très libre. Et donc ce concours, il existe indépendamment de la chaire Arts et Sciences, mais c'est exactement pour moi la même démarche. Et là, se lier à ce concours, c'est simplement dire, dans ce concours, il y a peut-être certaines nouvelles qui vont plus loin que ça, c'est-à-dire qui engagent aussi quelque chose de beaucoup plus réflexif sur les sciences. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est tout à fait cohérent avec la chaire Arts et Sciences, et on va mettre en avant les nouvelles comme ça et créer ce prix. La vidéo que vous venez de visionner a été tournée il y a quelques jours en amont de cette cérémonie. Magie de la technique, nous retrouvons dès maintenant Jean-Marc Chomaz pour l'annonce du premier prix. Bonjour et bienvenue dans cette cérémonie, Jean-Marc. Bonjour. Alors, je crois que vous allez avoir la lourde tâche de remettre ce prix Arts, Sciences et Citoyens. Oui, le prix est très très lourd, surtout en Internet. Alors, dites-nous qui est le grand vainqueur de ce prix. Alors, le vainqueur, c'est Félix Guinguet, qui est qui a candidaté dans la catégorie étudiant scientifique. Il est de l'université Paris-Ouest Nanterre et il a fait une nouvelle qui s'appelle Population. Vous avez bien sûr lu cette nouvelle. Pourquoi celle-ci méritait ce prix selon vous? J'ai eu le plaisir de lire l'ensemble des nouvelles qui ont gagné un prix, qui sont tous assez impressionnants. Enfin, moi, je trouve vraiment intéressante et dans plein de domaines. Et donc cette nouvelle, là, le prix, c'est un prix Arts, Sciences, Citoyens. Donc on avait proposé qu'il y ait un prix spécial et qui singularise comme ça une nouvelle qui touche des problèmes scientifiques au sens très très large. Donc cette nouvelle, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est assez gonflée d'une certaine façon, parce qu'elle touche 3 problèmes et 3 questions, 3 crises qu'on vit actuellement. Et elle les traite assez frontalement, ce qui crée une certaine forme, pour moi, d'humour ou de distanciation. Et les crises, c'est la crise politique du populisme. Et la seconde crise, c'est la crise du malthusianisme, c'est-à-dire l'idée qu'on devrait limiter la population et que ça serait une réponse à la crise écologique. Donc, c'est les grandes questions aussi scientifiques auxquelles on se cogne tous actuellement pour construire un projet. Et la troisième crise, c'est celle du Covid et du lien avec les libertés. Vous nous incitez à la lire alors? J'insiste à la lire et elle fait pas tout à fait froid dans le dos, elle fait plutôt, elle amène à réfléchir, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, en faisant cette collision-là, on voit bien l'angle dans lequel on est, c'est-à-dire comment on est un peu dans le coin du ring et on va devoir sortir de ce coin du ring et elle nous met vraiment, elle nous accule dans un coin et on va être obligé de réfléchir par rapport à ces 3 crises. Merci beaucoup Jean-Marc Chomaz. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et c'est donc au tour de l'heureux lauréat Félix Guignet de l'université Paris-Ouest Nanterre d'être avec nous. Bonjour Félix. Bonjour. Expliquez-nous d'abord pourquoi vous avez décidé de candidater. Alors oui, bien sûr. Alors en fait, j'aime beaucoup l'écriture. Je m'intéresse pas mal à l'écriture de nouvelles notamment. Enfin, je trouve que c'est un bon début. Et
Je sais pas, j'avais une période d'inspiration un petit peu, donc je suis allé sur un site internet qui référençait les concours qui avaient lieu à cette période-là. Et je suis tombé sur le concours, ce concours-là en question, sur le hasard, et ça m'a bien parlé. J'ai eu une sorte de petite inspiration qui m'a parlé, quoi. Le hasard, c'est un thème qui vous inspirait particulièrement? C'était vraiment en fait au tout début de notre contexte actuel, au tout début de la période de l'épidémie, et du coup, je sais pas, j'ai eu une sorte de connexion qui s'est faite. Je sais pas vraiment à quoi c'est dû, c'est peut-être je sais pas, le contexte, mais j'ai eu une inspiration, le fait que ce soit lié au hasard. J'aime bien cette idée de fatalité, quoi, des choses qui se recoupent malgré elles, qui se rejoignent, voilà. Un dernier mot, un dernier remerciement avant de nous quitter, peut-être? C'est une grosse question. Je sais pas vraiment qui remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont pu lire ma nouvelle et me conseiller et m'encourager, même si je l'ai un peu fait de mon côté avant de la montrer à mes proches. Mais non, je remercie les organisateurs aussi particulièrement. Et puis surtout pour avoir permis d'assurer un suivi auprès des candidats avec le contexte actuel, ça c'est top. Et après, je sais pas, félicitations à toutes les personnes qui ont candidaté. Eh bien, bravo encore, Félix. Au revoir. Et quant à nous, passons à la prochaine catégorie, le prix grand public. Nous avons tous, ou presque, une âme d'écrivain contrarié. Pour certains, le concours Nouvelles Avancées permet de la libérer. C'est le cas des participants de la catégorie grand public, avec 511 nouvelles candidates cette année, et donc 10 prêts retenus pour cette catégorie. Pour en dévoiler le palmarès final, j'accueille Delphine Grouès. Bonjour Delphine. Bonjour Baptiste. Alors je le disais en introduction, nous avons tous en nous une âme d'écrivain. C'est un peu le point de départ de cette catégorie finalement. Oui, tout à fait. C'est cet état d'esprit-là. Cela permet à des écrivains peut-être de se lancer avec l'idée qui avait été mise en avant par les membres du jury, de prendre la plume. Et je souhaitais remercier toutes celles et ceux qui avaient envoyé leurs nouvelles, d'avoir partagé ces histoires avec nous, d'avoir partagé cet élan littéraire et se plongeant dans l'imaginaire. Donc merci beaucoup et puis bravo, continuez à écrire. Je vous laisse maintenant nous dévoiler les lauréats de cette catégorie. Très bien, merci beaucoup. Le 3e prix de la catégorie grand public est décerné à Patrick Huguin pour sa nouvelle intitulée Un coup de dé. Bravo à lui. Le 2e prix est décerné à Fabrice Prugnot pour La petite dame à la fenêtre. Félicitations. Enfin, le 1er prix pour sa nouvelle Une sur un million. Félicitations pour cette magnifique nouvelle. Comment donner envie à nos spectateurs de lire cette nouvelle gagnante? Effectivement, je vous conseille à toutes et tous de la lire. C'est une nouvelle magnifique. C'est une histoire poignante qui est d'une réelle authenticité. Une histoire qui est portée par un style qui est rythmé, qui est sonore, qui est efficace. Et c'est un style qui est une belle mise en abîme de l'angoisse et de l'espoir qui anime la protagoniste. Donc c'est une nouvelle qui nous a touchés, qui nous a tenus en haleine et qui est de très belle qualité littéraire. Donc félicitations pour cette rédaction et puis pour l'élan qu'elle avait donné à cette histoire. Merci beaucoup Delphine, à bientôt, au revoir. Après le remettant, c'est donc le lauréat qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, Mia Drey, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de cette nouvelle, parlons peut-être de votre parcours d'auteur. D'où vient cette passion pour l'écriture? J'ai toujours aimé écrire, mais c'est assez récent, l'écriture de nouvelles. Ça fait 1 an ou 2 que je m'y suis mise. Avant, j'écrivais plutôt des romans que j'ai gardés en stock. Il y en a quelques-uns que j'ai proposés à la publication et j'ai eu des retours un petit peu et je continuerai plus tard. Très bien. Et les nouvelles, c'est une nouvelle. Ça fait 1 an ou 2 peut-être que j'ai commencé à écrire des nouvelles et ça me plaît beaucoup. Est-ce que c'est le thème du hasard qui vous a donné envie de participer cette année ou justement votre participation est le fruit du hasard? Non, alors en fait, au premier abord, j'ai plutôt vu le sujet comme quelque chose d'un peu léger et je me suis demandé si j'allais être vraiment dedans. Et en fait, j'ai traité un sujet plutôt grave sur ce thème-là
Et donc, je remercie beaucoup le jury d'avoir accepté de passer sur quelque chose de plus grave. Alors, ce genre de cérémonie, c'est aussi l'occasion de remercier autour de soi. Est-ce que vous aimeriez justement profiter de ce moment pour adresser un message à une ou plusieurs personnes en particulier ? Alors, c'est pas forcément remercier, mais j'ai une pensée particulière pour les personnes qui m'ont inspirée et pour les personnes qui ont vécu ce dont je parle, parce que même si mes personnages sont fictifs, les détails sont tous vrais. Donc, j'ai une pensée en particulier pour une personne qui est celle qui a attendu sur les quais, dont je parle tout au début, puis ensuite pour la personne dans le squat. Et voilà, je pense particulièrement à eux. Merci beaucoup, Mini. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Pour notre part, l'heure est déjà venue de remettre les distinctions pour la dernière catégorie de cette cérémonie, le prix étudiant et élève scientifique. Rapprocher les mondes littéraires et scientifiques, c'est l'ambition chaque année du concours Nouvelles Avancées, en incitant notamment les étudiants et élèves scientifiques à se prêter au jeu de l'écriture. Résultat cette année, 86 nouvelles candidates et 10 présélectionnées pour cette catégorie. 3 seront récompensés aujourd'hui et pour cela, j'invite à nous rejoindre Romain Dujardin. Bonjour Romain. Bonjour. Alors les organisateurs vous ont confié la remise du prix étudiant scientifique. Est-ce que cette catégorie a une saveur particulière pour vous ? Donc oui, c'est une catégorie moi qui m'intéresse particulièrement parce que je suis mathématicien, professeur à l'université, donc les étudiants scientifiques, je les vois toute la journée. Évidemment, le thème de cette année, c'était un thème qui avait un fort rapport avec les mathématiques puisqu'il s'agissait du hasard. Voilà, j'ai été en plus impressionné par la qualité, la maîtrise de toutes ces histoires et la qualité du style. Donc, je suis très heureux de remettre ce prix. Allez, je vous laisse maintenant nous présenter le palmarès de cette catégorie. Alors, la nouvelle que le jury a classée en 3e position s'appelle « Au hasard de la nuit » de Alexandre Meyer, qui vient de l'école polytechnique. Donc, la nouvelle que le jury a classée en 2e position s'appelle « Ballon de baudruche » de Gaspard de Soultret, qui est étudiant à l'ESSEC. Et la nouvelle que le jury a classée en 1re position s'appelle « Atome pointu » de Camille Macquarrie, qui est étudiante à l'Université catholique de Lille. Allez, donnez-nous un regard sur ce premier prix. Alors en fait, c'est une histoire très émouvante qui parle de ce qu'on pourrait appeler en mathématiques l'arbre des possibles. C'est cet arbre qui se dresse devant vous à chaque fois que vous avez un choix à faire, partir dans une direction ou dans une autre. Et l'héroïne de cette histoire va faire un choix, au début de l'histoire, que je vous laisse découvrir, et qui va mener à un bouleversement de sa vie. Et on va suivre ses décisions et l'évolution de ses choix. Et c'est une histoire qui est poignante. Je vous laisse la découvrir. Merci Romain. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Camille Macquarrie sera donc la dernière lauréate à s'exprimer lors de cette cérémonie. Nous l'accueillons tout de suite. Bonjour Camille. Bonjour. Alors expliquez-nous d'abord pourquoi vous avez décidé de candidater. Alors ça faisait un moment que j'écrivais des nouvelles et j'avais jamais eu de retour sur mes textes. Donc j'avais envie de soumettre mon travail à l'appréciation d'un jury qualifié. Et puis c'est vrai que c'était un défi que je m'étais lancé parce que j'avais jamais osé participer à un concours avant. Et du coup en faisant quelques recherches sur internet, je suis tombée sur le concours et je me suis dit que je perdrais rien à y participer. Le hasard fait bien les choses, c'est vrai, mais c'est plutôt votre travail qui est récompensé à travers ce prix. Justement, comment avez-vous travaillé sur cette nouvelle ? Est-ce que le thème du hasard vous inspirait particulièrement ? Alors c'est vrai que c'est assez rigolo puisque le thème m'avait pas vraiment inspiré au début et quelques jours avant l'échéance du concours, je suis tombée sur une actualité, une femme qui avait retrouvé son père grâce à Facebook et elle avait découvert qu'il habitait près de chez elle. Et du coup, j'ai écrit quelques idées en me basant sur cette actualité. C'est de là que l'inspiration m'est venue. Après, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour la retravailler, mais je me suis vraiment investie dans cette nouvelle. Allez, juste pour finir, est-ce que vous souhaiteriez adresser un ou plusieurs remerciements à l'occasion de cette cérémonie ? Oui, pourquoi pas. J'aimerais bien remercier mes proches pour leur soutien dans ce projet et puis les organisateurs du concours pour nous donner l'opportunité de participer à un concours comme celui-ci et également les membres du jury. Bien, le message est passé. Félicitations encore Camille. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Cette cérémonie touche maintenant presque à sa fin. Avant de passer à la séquence de clôture, j'aimerais préciser qu'une distinction supplémentaire, un prix coup de cœur du jury, va être remis en partenariat avec la Fondation ParisTech. Et c'est donc le Collège Kléber à Strasbourg, la classe de 5e, qui l'emporte. Il s'agit de la même nouvelle que celle déjà récompensée par le premier prix de la catégorie élèves du secondaire. Nous félicitons
Donc, cette classe, une nouvelle fois, et nous passons à la dernière partie de cette retransmission. Le suspense terminé autour de ce palmarès, nous allons refermer cette cérémonie 2020 en compagnie d'Elisabeth Crépon, directrice de l'ENSTA Paris, et d'Éric Labaille, président de l'École Polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors cette cérémonie s'est déroulée en ligne cette année. Pourquoi était-il important que le concours se tienne malgré la crise sanitaire ? Bien sûr. Alors, cette année, nous avons reçu 800 contributions. C'est vraiment un nombre important de contributions. Ça témoigne en fait de l'intérêt qu'ont les différents publics pour ce concours des nouvelles avancées. Ça témoigne d'une richesse littéraire et scientifique, parce que vous le savez, on l'a vu, le thème, c'est un thème scientifique avec une production littéraire. Et pour nous, il était vraiment important de mettre à l'honneur les lauréats et les lauréates comme chaque année, et dans une cérémonie qui finalement est ouverte à tous et à toutes. Voilà, donc c'était important, malgré la crise sanitaire, d'avoir donc une remise des prix, une cérémonie de remise des prix. Juste peut-être quelques mots sur ces contributions que nous avons eues. Elles concernent un public très large, des très jeunes écrivains, écrivaines, des personnes un petit peu plus âgées et dans la catégorie grand public. Et en fait, nous avons, et c'est quelque chose qui pour nous est très important, donc des projets de classe pour le secondaire, dans la catégorie secondaire, qui associe des professeurs de sciences et des professeurs de lettres qui vont travailler avec une classe pendant toute l'année. Donc, c'est un projet vraiment d'une classe, un projet sur l'année. Également, des étudiants de l'université, des grandes écoles, des étudiants de nos établissements, et puis plus largement le grand public qui candidate, qui concourt. Voilà, donc pour nous, cette large ouverture, c'est vraiment un point fort de ce concours, et tout le monde est finalement mis sur tous les publics sont au même niveau. Et d'ailleurs, moi, je voudrais vraiment souligner le fait que le coup de cœur du jury, et je trouve ça extrêmement impressionnant cette année, c'est une élève de collège. Voilà, donc, effectivement. Voilà, donc pour nous, c'était vraiment important d'avoir une cérémonie ouverte à tous et à toutes, et le numérique était la façon de le faire. Vos deux écoles se passionnent pour ce concours. Comment expliquer cet attachement ? Tout d'abord, vous l'avez dit, on a des professeurs qui sont passionnés et on a aussi des élèves qui sont passionnés et qui veulent justement continuer le concours. Moi, j'ai été très heureux de voir que de nombreux élèves de l'École Polytechnique, de l'ENSTA, même plus largement de l'Institut Polytechnique de Paris, qui est l'établissement que nous avons fondé avec nos amis de l'ENSTA, de Télécom Sud Paris, l'ENSAE, ont été candidats. Et je pense que la raison pour laquelle ils sont candidats, c'est que marier d'un côté les sciences et les humanités, c'est au cœur de la formation des écoles. Donc à la fois les professeurs, les étudiants, ils sont très sensibles. On sait qu'une grande partie des défis mondiaux sont adressés parce qu'on a une approche pluridisciplinaire, et donc c'est au cœur de l'innovation, au cœur de l'ouverture sur le monde. Donc c'est une façon d'élargir, au-delà simplement de ce qu'on fait dans les écoles simplement, via ce concours, à ce rayonnement et puis cette interaction autour de cette pluridisciplinarité au travers du monde de la francophonie. Quel regard portez-vous peut-être sur le palmarès 2020 que nous venons de découvrir ? Alors, tout d'abord, ce palmarès traduit, je l'ai évoqué, donc des contributions nombreuses, une augmentation des contributions et donc une visibilité accrue du concours Nouvelle Avancée. Ça, je pense que c'est vraiment un point important auquel nous sommes attachés, et ce que nous souhaitons, c'est faire grandir encore ce concours Nouvelle Avancée. Alors, sur le palmarès 2020, il y a eu un certain nombre de nouveautés. La première concerne une nouvelle catégorie, donc tournée, donc visant la francophonie, et avec le soutien de l'AUF, de l'Agence universitaire de la francophonie, que je remercie pour son soutien et cet accompagnement, ce qui nous a permis d'avoir des contributions venant de l'international, du Maroc, de la Syrie, de l'Espagne ou encore de la Colombie. Et là encore, c'est une catégorie que nous devons faire croître. Ça montre l'intérêt de notre langue, donc l'intérêt porté à notre langue à l'étranger et l'intérêt porté à ce type d'exercice, au-delà de nos frontières.
Nous avons également une remise d'un prix spécial, Arts, Sciences et Citoyens, avec le concours de la chaire Arts et Sciences de l'École Polytechnique. C'est une chaire qui existe maintenant depuis plusieurs années. Et le terme citoyen qui est adossé au prix est vraiment important, a du sens. Vous le savez, l'éthique, la valeur éthique constituent un élément complètement structurel de notre formation et une dimension importante de la formation donc d'ingénieurs et des diplômés que nous produisons. À l'heure de refermer cette cérémonie, auriez-vous un message adressé à ceux qui hésiteraient encore à se lancer l'an prochain ? Le message, c'est que c'est une très très belle opportunité de réfléchir sur des sujets importants. Le monde fait face à de nombreux défis. Et, comme je le mentionnais tout à l'heure, à la fois la science est au cœur des solutions de ces défis, mais les humanités aussi sont importantes pour à la fois les résoudre et pouvoir les communiquer et les mettre dans un élément sociétal. C'est-à-dire qu'on voit bien que les défis sont sociétaux, pas uniquement scientifiques, et le concours permet justement d'adresser les deux et de pouvoir faire avancer. C'est un formidable exercice pour les plus jeunes, pour les étudiants, les élèves, eh bien de faire avancer leur réflexion, formidable exercice de structuration, de réflexion, d'écriture, et donc qui leur permet aussi d'avancer, de développer des nouvelles compétences. Et donc je les encourage, où qu'ils soient, Elisabeth le disait tout à l'heure, on veut aussi étendre l'an prochain, au-delà, c'est vraiment dans toute la francophonie, on a la nouvelle catégorie français comme langue étrangère, et donc néanmoins, tous les francophones justement du monde entier, eh bien on espère qu'ils vont contribuer et on va le faire savoir, et on espère augmenter de nouveau le nombre de contributions. Mais voyons ceci surtout pour chacun comme un très bel exercice de développement personnel sur un sujet qui est toujours passionnant et qui permet de faire avancer les perspectives dans un monde où les défis sont nombreux. Eh bien, on terminera cette interview sur ces paroles encourageantes. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Nous évoquions à l'instant l'édition 2021. J'ai le plaisir de vous en dévoiler le thème et l'affiche. Ce sera donc Demain la ville. Mais avant de se projeter vers l'année prochaine, j'aimerais profiter de ces derniers instants pour remercier l'ensemble des lauréats, des candidats, des membres du jury, des sponsors et bien sûr des organisateurs pour leur confiance. Félicitations encore aux lauréats 2020. Bonne chance aux futurs candidats 2021. Merci à toutes et tous pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.